je suis bien contente d'être ici aujourd'hui. J'espère que mon système Internet va faire le travail comme il faut. En tout cas, j'imagine que vous allez le signaler si jamais ça pose problème. Alors, merci d'être là. Euh, le résumé qui a circulé a pu, je pense bien, vous donner une certaine idée de ce que j'avais prévu proposer. Euh, Comme ça va revenir dans la... J'ai préparé une présentation de diapositive. Alors, puis je l'ai préparée de telle façon qu'elle soit autonome aux besoins, de sorte que le contenu va être là quand même. Ça devrait, en tout cas, j'ai l'impression que ça devrait être correct pour ça. Donc, je vais pas commencer tout de suite. Je vais d'abord préparer la présentation. Je veux d'abord dire merci à Roxane d'agir comme répondante. Je suis très contente de ça. Merci beaucoup, Roxane. Je l'apprécie vraiment énormément. Et puis, pour la dernière rencontre de l'année, j'ai essayé de garder ça léger quand même. J'espère que ça va être le cas, on verra bien. Je vais vous parler d'une recherche qui a eu lieu dans les années 90. Je n'ai pas replongé dans tous les détails de la recherche, dans des grandes lignes. Puis je vais donc rester à ce niveau-là. Et puis, on pourra voir ensuite, au niveau de l'échange, qu'est-ce que ça donne. Alors, peut-être sans plus d'introduction, je vais partager mon écran et vous présenter ce dont il est question. Puis, on va entrer dedans à mesure. Hein, attendez, OK, il faut que je dise ça ici. On s'est pratiqué quand même tout à l'heure. Alors, là, je vais partir le diaporama. Alors, normalement, vous devriez voir le diaporama. C'est bien ça? Vous le voyez? OK. Bon, c'est ça. Des petits signes de tête sont aidants parce qu'on a l'impression parfois qu'on parle dans le vide, mais pas trop quand même. Alors, ici, je vais voir si je peux faire comme ça. Oui. OK, ça va me simplifier la vie. Alors, j'ai intitulé ça « S'aider à passer au travers ». Outil provenant donc d'une recherche sur l'aide en situation de transition dans les comptes et dans la vie qui a été menée au début des années 90. Alors, ce que vous voyez au milieu, c'est le petit logo que j'avais préparé à cette époque-là pour passer à travers. Et puis, ce que vous voyez à gauche, c'est un résumé qui avait été envoyé aux participants de la recherche, auquel vous pourrez avoir accès un peu en facsimilé si ça vous intéresse. Après la présentation. Alors ici, moi, je vais m'assurer que je vois l'heure. C'est bon. Alors, Geneviève, on avait dit un 20 minutes à une demi-heure en gros. Hein? C'est à peu près ça. Je pense que ça devrait aller. On va voir. On va voir. Alors, je poursuis. Donc, allons-y. Bonjour, ça y est. Et comme je vous disais tout à l'heure, j'ai essayé de mettre les choses sur les diapos. Donc, pour ne pas se mélanger, moi, ça me mélange quand on parle puis qu'on lit en même temps des choses différentes. Je vais vous lire ce qui est sur les diapos, puis avec des petits commentaires au besoin. Comme ça, bien, au moins, on pourra se suivre. Alors, il s'agit de présenter quelques outils qui résultent de cette recherche qui a été menée au début des années 90. Puis l'idée était de voir si ça peut rendre des services ou inspirer des usages analogues dans des contextes actuels. Alors, pourquoi ça? Bien, cette année, à différentes reprises, quand on a eu des rencontres de l'équipe Erasme, il y avait des préoccupations qui étaient faites dans le cadre des travaux de l'équipe qui ont fait écho pour moi à cette recherche. Ça est revenu à plusieurs reprises, et notamment dans la présentation qu'a fait Roxane l'autre fois, il y a quelques semaines. Alors, la recherche en question portait sur l'aide en situation de transition dans les comptes et dans la vie. Alors, en fait, j'avais réuni deux corpus, et puis la base, c'était quand même les comptes, deux corpus qui ont été réunis puis comparés sur la base des transitions qui étaient racontées. Alors, il y avait 60 versions de 27 comptes types, je vais expliquer ça tout à l'heure, de la tradition orale qui avait été recueillie au Québec et en Acadie. Alors, autrement dit, 2-3 versions de 27 contes différents. Puis, j'ai eu l'occasion de recueillir 209 histoires auprès de 128 personnes qui ont raconté soit une fois où elles avaient aidé
quelqu'un ou des gens à passer à travers une situation où elles avaient été aidées. Alors, c'était la plupart du temps pairé. Il y avait les deux histoires qui étaient recueillies, dans certains cas non. Alors, en regardant la dynamique des transitions puis les formes d'aide repérées, ça avait conduit à concevoir une série d'outils qui ont été proposés ensuite dans différentes circonstances pour aborder un ensemble de questions relatives au fait d'aider puis d'être aidé à passer à différentes situations. Et puis, ces outils, il y avait la particularité de s'intéresser aux dimensions systémiques, topologiques, écosystémiques, topologiques et rituelles des moments de transition racontés. Je vous signale en passant que j'ai une petite bande de quelque chose dans le bas de mon écran qui m'empêche des fois de voir les mots des bas de diapositive. Alors, j'aurais peut-être parfois à deviner un petit peu. Mais je vais essayer de deviner correctement. Je devrais être en mesure de faire ça. Le point de départ, donc, c'est les contes. C'est une expérience de terrain assidue de collecte de contes et de chansons au Québec et en Acadie que j'ai eu l'occasion de vivre au cours des années 70. Ça m'a conduit à m'intéresser aux contes merveilleux, puis à la façon dont les conteurs qui étaient rencontrés en parlaient, puis expliquaient comment ils les apprenaient puis les transmettaient. Alors, quand je parle de contes merveilleux, c'est un genre en particulier, en allemand, ils disent Märchen. Ça fait un corpus particulier dans la tradition orale internationale. C'est qu'ils sont caractérisés par la présence d'éléments surnaturels, des objets, des personnages, des actions qui ont l'air à pas se pouvoir, des aspects, des éléments magiques là-dedans, dans des récits qui sont suivis, contrairement à quand on va parler d'une légende. Dans les contes merveilleux, il y a un début, un milieu, il y a une fin, une aventure. Les contes, ils racontent comment des personnes, souvent désavantagées, le plus jeune qui est laissé en arrière du poil, ou bien une personne qui est mise de côté, sont souvent désavantagés au départ, puis ils vont vivre des aventures hors de l'ordinaire. Ce n'est pas toujours le cas qui sont désavantagés, ceci dit, au cours desquels ils vont passer d'une situation de marge. Là, ça va être compliqué le mot marge aujourd'hui parce qu'il va se trouver avoir deux sens, mais marge au sens de ce qu'on entend à Erasme, d'être à côté du centre de la vie, si on veut un peu, ou du centre de la vie officielle, à un nouvel équilibre où ils vont trouver une place, une reconnaissance qui manquait dans le monde d'appartenance. Les conteurs, ils parlaient de contes de traverse puis de contes de misère. Autrement dit, dans les contes merveilleux, d'une façon, il s'agit de passer à travers. Puis ils apprenaient des contes, ils disaient non pas par les mots du conte, mais par le voyage du conte, par les chemins, les go, les stops. On pourrait faire toute une présentation juste là-dessus. Moi, ça m'avait frappé à l'époque parce que c'est aussi comment la façon dont, par exemple, un orateur de l'Antiquité comme Cicéron apprenait ses discours. Il disait qu'il déposait des parties de discours dans des lieux le long d'un parcours. Et puis, il y a un grec aussi, Simonide, qui disait qu'il les déposait dans des pièces d'une maison. Ça va ensemble. Et puis, Cicéron, il disait, là, je ne pourrais pas vous la citer très précisément en latin, je l'ai ailleurs, là, je ne l'ai pas noté ici, mais en gros, ça se traduit par « un corps ne se comprend pas sans la place qu'il occupe ». Ça c'est au niveau de la rhétorique, parce qu'il associait les lieux, mais ça peut être intéressant aussi de se poser la question, est-ce que ça vaut aussi dans le travail social, par exemple, ou dans le type de recherche dans lequel on travaille. Alors, je poursuis. La rencontre ensuite entre savoir populaire et recherche, qui a conduit à cette recherche-là, elle est en partie attribuable à ma double formation. Alors, moi, j'ai une formation en psychosocial puis en ethnographie. Ça fait que quand j'ai été sur le terrain avec mon collègue Robert Boutillier à l'époque, ça m'a fait apercevoir des ponts entre ce qu'on apprenait sur le terrain et puis des préoccupations de recherche en psychosocial. La question de la mémorisation des histoires et des processus collectifs de transmission de ces histoires-là, ça se faisait dans des contextes peu alphabétisés. Puis comme les conteurs parlaient de voyage, de go et de stop, ça a comme conduit à en cartographier quelquefois avec eux, puis par la suite par moi-même, à cartographier les go et les stops des contes au-delà d'une simple transcription. En faisant ça, ça a mis en évidence la dimension topologique, autrement dit, du rapport à l'histoire.
et pas seulement typologique, c'est-à-dire des piles de comptes qui se ressemblent, des versions d'un même type, de la mémorisation des compteurs. Puis ça m'a frappé que ça rejoignait des courants similaires en psychosocial. Je pense aux travaux de Kurt Lewin, qui avait publié Principles of Topological Psychology. Puis il y a Bronfenbrenner, aussi Uri Bronfenbrenner, qui a écrit, par exemple, sur The Ecology of Human Development. Puis il s'est avéré que la méthode de cartographie que j'avais commencé à développer pour tenir compte du savoir des compteurs, ça pouvait être mis en parallèle, terme pour terme, avec l'approche écosystémique que Bronfenbrenner présentait. Ça a conduit, plus tard, là, dans les années 80, tout ça, ça m'a conduit à mener, à penser mener une recherche en dialogue avec, c'était le LARES, le Laboratoire de recherche en écologie humaine et sociale. Et ce qui est arrivé, c'est que ça donnait un double éclairage, tant sur les dynamiques observées dans les contes que sur les histoires d'aide recueillies. Et puis, ça touchait à différentes problématiques étudiées au LARES. Et ces apprentissages-là ont coloré mon parcours de recherche et d'engagement ensuite entre les contes COM-TES et les contes COMP-TES. Alors, donc, c'est un petit peu, je voulais prendre le temps de vous présenter ça. Puis en quoi maintenant est-ce que ça touche la programmation d'Erasme? Et si on revoit les objectifs, alors vous pourrez même cliquer dessus quand vous aurez le PowerPoint pour vous y rendre, mais je suis allée les copier-coller ici. Tout ce qui était en rouge, je trouvais que ça avait des liens. Alors, dans notre programmation en cours, ça dit étudier les alternatives inclusives et les pratiques citoyennes contre l'exclusion. Ça va parler aussi de contribuer à de nouvelles expérimentations, puis d'assurer leur transférabilité. Ça va parler de dégager les conditions sociales, politiques et culturelles qui contribuent à la contrainte, il y en a dans les comptes, à la consolidation, puis à la démocratisation du rapport des populations aux populations à la marge. Les comptes vont parler de ça, les histoires d'aide, on verra. Et puis aussi, bien, il y a 4 axes dans les thématiques. Et puis, il y a un intérêt pour le caractère intersectoriel, transversal, avec l'idée de dépasser le découpage par clientèle type, puis la fragmentation des représentations, bien, avec des histoires recueillies auprès des gens. Et puis, avec des comptes, on est nécessairement, pas dans une clientèle cible, mais dans la vie telle qu'elle est, avec les gens qui sont là. On est dans le savoir des gens. Ça permet d'identifier ce qu'il y a de commun tout en reconnaissant les particularités des situations et les conditions d'émergence des pratiques. Puis, on a une dimension interdisciplinaire à Erasme avec l'idée d'étudier les tensions et les passages entre les dimensions individuelles et collectives des discours et des actions. Bien, je me suis trouvée pas mal là-dedans avec ces travaux-là. Alors, si on pense maintenant aux 4 axes de la programmation d'Erasme, le premier axe, sous l'angle des sujets, va parler d'ouvrir le dialogue, de renforcer des pratiques qui permettent l'appropriation de l'expérience et l'élargissement de la capacité d'agir. On va être là-dedans. Et puis, on va parler aussi de pratiques inclusives et collaboratives. Puis là, on va être beaucoup là-dedans avec l'idée de pratiques d'accompagnement, de proximité, d'aide et d'entraide qui contribuent, on l'a vu là, avec une présentation récente au rétablissement, à l'appropriation du pouvoir, à l'amélioration des conditions et de la qualité de vie dans la communauté, puis à la participation. Alors, avec l'idée d'élaborer des alternatives génératrices de nouvelles solidarités intersectorielles et communautaires. Ça m'a parlé, moi, en me rappelant à cette recherche-là. L'axe 3, aborder la culture et l'intervention publique, reconnaître les droits et les différences. Il y a l'idée d'aborder la transformation de la culture institutionnelle, des politiques et des services, de tenir compte de la diversité, de donner accès à la protection, puis à l'exercice des droits de la citoyenneté. Puis l'axe 4, c'est des dynamiques de globalisation qui supposent de s'inspirer et de mettre en perspective. Alors, avec l'idée d'explorer les dynamiques qui traversent les frontières et leurs effets sur les personnes, puis les pratiques alternatives et inclusives. Alors, il y a de ça aussi, la question des frontières de l'espace est présente dans notre réflexion, puis ben, elle était centrale dans ces travaux-là que j'ai eu l'occasion de faire.
Alors, la suite de la présentation, ça va aller à peu près comme ceci. Je vais prendre un petit moment pour vous donner l'occasion d'y réfléchir un petit peu de votre côté. On va parler de l'intérêt de faire la carte, qu'on ne pourra pas faire aujourd'hui. Alors, on va y aller brièvement. Ensuite, j'aimerais vous présenter 10 angles pour aborder des situations de transition et leur dynamique. Je vais terminer avec à remarquer. Et puis, je vais vous proposer quelques documents complémentaires et références qui pourront vous être transmis. Et après ça, on sera dans qu'en pensez-vous? D'abord, qu'en penses-tu, Roxane? Et puis, qu'en pensons-nous les autres? Je vois le temps, je vais faire attention. Puis, je vais demander à Geneviève, au besoin, de m'indiquer, tu sais, si tu vois que il faut que j'accélère ou quoi que ce soit, ou qu'on a un problème technique dont je ne me rends pas compte, tu as juste à me revenir, puis je vais aller. Ça a l'air à aller pour le moment. OK. Ça fait qu'on y va. Alors, maintenant, j'y vais. Donc, première chose, juste pour se mettre dans le sujet, je vais, de façon raccourcie, vous inviter à passer brièvement par où on est passé dans cette collecte d'histoires-là. Alors, je vous laisserai un petit instant, une trentaine de secondes peut-être, pour penser à une fois, récente ou non, de grande ou de petite envergure, où vous avez aidé quelqu'un à passer à travers une situation. À penser à qu'est-ce que c'était. Puis là, ben, c'est sûr que dans un autre contexte qu'une rencontre Zoom d'1 heure et demie, on pourrait se faire une veillée d'histoire avec ça. Mais dans ce contexte-là, je vous invite peut-être juste à prendre le temps d'y penser et à visualiser l'histoire. Je vais rester tranquille un petit peu en vous laissant le temps d'y penser. Et si c'est trop rapide, puis que ça ne vient pas tout de suite, c'est pas plus grave que ça. Mais pour les personnes qui auront trouvé, bien, ça vous donne un ancrage pour la suite. Alors, je vais continuer. Comme je n'ai pas, le visuel de tout le monde, ça me permet au moins d'avoir laissé ce petit moment-là, d'avoir proposé ce petit moment-là. Alors, je vais au suivant. C'est très semblable. Encore une fois, juste pour se mettre dans le sujet, pensez à une fois, récente ou non, de grande ou de petite envergure, où vous avez été aidé par quelqu'un à passer à travers une situation. Qu'est-ce que c'était? Puis encore une fois, on pourrait éventuellement se raconter l'histoire, mais dans le présent contexte, peut-être juste la visualiser. Puis j'en profite pour dire que c'est très simple à faire avec un groupe, ça. Et si éventuellement vous trouvez utile, ça peut nous mettre dans du commun, plutôt que dans des fonctions où il y a des formes d'aide prévues d'avance, si vous voulez. Alors, je prends encore quelques instants pour vous laisser y penser. Alors, je poursuis. Une façon de se parler de nos histoires, si on faisait une plus longue animation, ben, je pourrais inviter chaque personne, si on était dans un atelier, un petit colloque ou quelque chose, à dessiner la carte
traverses et des misères de ces deux histoires-là. Que ce soit très simple et très court comme histoire d'aide ou plus long. Et puis, donc, vous auriez à réfléchir à comment vous y prendre. À l'époque, on avait plutôt recueilli comme des séquences, j'avais recueilli des séquences d'images. Et ce serait possible aussi de dessiner la carte de l'histoire qui vous est venue. Et ça pourrait aider à se la raconter. Alors là, je vais continuer. Et comme je vous ai invité déjà à visualiser un petit peu, il y a peut-être quelques images. C'est aidant. Oh, excusez-moi, vous entendez peut-être un gong, c'est que j'ai un gong qui sonne de façon aléatoire, en moyenne une fois par heure. Puis je l'ai laissé aller. Dans ce temps-là, on s'arrête puis on réfléchit. On respire plutôt. Mais je pense que c'est ça qu'on vient de faire. Fait que je vais me permettre de continuer. Alors, c'est avec ça, ces histoires-là, il y avait des bouts qui ont été collectés à l'oral, des bouts qui ont été collectés à l'écrit. Vous aurez un peu les détails si vous voulez le document qui explique. Il y avait à la fois des groupes d'adultes qui terminaient une formation secondaire à l'éducation des adultes. Il y avait des étudiants aussi à l'université. C'était assez varié, là, des personnes qui n'étaient pas dans ces groupes-là, qui ont participé à cette collecte-là. Puis moi, j'avais mon corpus de contes que j'ai exploré sous les mêmes langues. Alors, une fois qu'on a un peu des références à des situations vécues, je vais vous présenter les 10 angles dont je vous ai parlé. Je les ai tirés d'un document qui avait été proposé à l'époque à un groupe d'alphabétisation. Comme ça date un petit peu le document, mais j'ai tiré ça de là. Je crois que la présentation d'aujourd'hui va faire office de comment je dirais, d'aide-mémoire, peut faire office. Alors, la première chose qu'on peut remarquer dans les histoires, c'est qu'on vit quelque chose qui se passe dans la vie. Et puis, à l'époque, ça avait été symbolisé comme ça, en raison d'une recherche. Alors, dans chacune de mes fiches, là, ici, il y a toujours en bas, pourquoi cette image-là, puis un exemple d'application. Ça fait que je n'irai pas à chaque fois là, mais quand vous aurez le document, vous allez pouvoir cliquer et revenir, et ça va vous donner un peu des exemples. Je vais le faire pour cette première étape-là, mais je ne le ferai pas nécessairement pour toutes les fiches, vu que notre temps est quand même compté. Alors, donc, j'avais préparé un petit schéma qui a son origine dans une recherche sur les gens, les papiers et l'institution, puis qui présentait un cycle de la vie augmenté de ce qu'on vit dans nos sociétés plus bureaucratiques. Alors, traditionnellement, il y avait la naissance, le mariage et les unions et la mort. On parle des rites de passage du berceau à la tombe. On avait appelé ça la ligne du cœur. À l'époque, on avait ajouté la ligne du chèque, où on passe de la naissance à l'école, au travail et au chômage, et à la retraite et à la mort. Puis il y avait la ligne du corps, où on passait par un ensemble de différents épisodes de bonne et mauvaise santé pour se retrouver encore une fois au terme de nos vies. Puis à travers ça, à travers les unions, il y avait des petits schémas qui recommençaient ailleurs, comme ça pour d'autres personnes. Alors, c'était possible de situer à peu près toutes les histoires recueillies, puis beaucoup d'aspects dans les contes à un endroit précis là-dedans. Je pourrais donner des exemples si ça vous intéresse. Et parfois, à partir d'un moment précis, bien, ça s'étendait sur plusieurs moments de la vie et ça nous avait conduit à parler du point de remise en question globale. Il y avait aussi des cas où, par exemple, j'avais recueilli plusieurs histoires d'aide où c'est des gens qui vivaient une expérience de passé comme réfugiés, par exemple, du Salvador au Québec, où à la fois, c'est un passage d'un territoire à un autre, mais dans un contexte de chemin, de go et de stop. Plus précisément, avec des familles qui avaient toutes ces étapes de vie-là en cours en même temps. Alors ici, ça peut permettre de se poser des questions. À quelle étape de la vie de ce schéma-là, la transition se passe-t-elle, l'histoire?
De la vie de qui s'agit-il? Quelles autres personnes dans la société ou cette planète font un cheminement semblable et pourquoi? Alors, voyez-vous, si je clique ici, le pourquoi, c'est ce que je viens de vous dire. D'où venait ce schéma, qui est beaucoup appuyé sur le travail de Van Gennep. On pourra en reparler sur les rites de passage. Et puis, juste pour vous dire, ce schéma-là a été repris récemment, puis sous le nom de « Ah, la vie », par un groupe en France qui s'appelle le Collectif pour une protection sociale solidaire. Alors ici, dans l'application, voyez-vous, on le retrouve ici. Ils ont repris le même schéma avec des petites adaptations pour faire une réflexion avec des gens sur comment on pourrait refonder la protection sociale. Alors, donc ici, je reviens, vu que je vais simplement faire un petit tour d'horizon rapide. Alors, donc, quand on a une histoire d'aide, ça se passe dans la vie, puis on peut le situer quelque part. Ça peut, par exemple, il y en avait de toutes sortes. Aider quelqu'un à préparer une cérémonie de baptême, être aidé à changer d'orientation à l'université. Tout à l'heure, moi, j'ai été aidée par Geneviève à entrer dans cette présentation-là puis à m'assurer que ça fonctionnait. Enfin, ça peut être des petites choses, puis ça peut être des grandes choses aussi. Vivre un deuil, tout ça. Je poursuis. Le deuxième point, c'est changer d'espace. Dans une transition, quelque part, il y a un territoire qu'on quitte, puis un territoire dans lequel on entre. Parfois, c'est réel, comme dans les histoires de réfugiés, par exemple, et de migration. Puis d'autres fois, c'est symbolique. Par exemple, quand on entre à la garderie, ou bien encore quand on entre à l'université, ou bien quand on a un premier emploi ou qu'on va pour la première fois faire une demande d'aide sociale. Alors, le travail avec les comptes permet de se dire quel est le territoire qu'on quitte, quel est le territoire dans lequel on entre, puis qu'est-ce qui se passe dans la zone de transition, puis quel cheminement on fait. Alors, on peut se demander de quel territoire, royaume, système de règles la personne sort-elle, quel en était le chef-lieu, qui en étaient les souverains, où et quand se produit la transition, c'est quoi la zone dans laquelle on vit cette transition-là, par exemple le guichet. S'agit-il d'un aller-retour, le guichet d'aide sociale, je pense, par exemple. S'agit-il d'un aller-retour ou une transition irréversible? C'est quoi les vocabulaires qui sont employés, les expressions? Puis dans quel royaume, territoire, système de règles entre-t-on? Quel en est le chef-lieu? Qui en sont les souverains? Pensons juste, si on veut parler de ça, des acronymes que seulement les initiés connaissent et auxquels on est initié d'ailleurs quand on arrive là. Alors, si je cliquais ici, j'expliquerais pourquoi. C'est tout le travail de compte et de cartographie des comptes qui motive cette façon-là de voir. Je n'irai pas dans le détail, c'est juste pour vous mettre l'eau à la bouche. On ne fait pas toujours juste passer d'un territoire à un autre et revenir. Des fois, on passe d'un territoire à un autre, ça reste à voir. Et puis, des applications. Bien, moi, par exemple, j'en ai trouvé beaucoup pour parler de la bureaucratie, où il y a nécessairement l'au-delà bureaucratique avec le guichet, et puis le monde de la vie de tous les jours, et puis, enfin, on peut faire toute une réflexion sur l'au-delà avec ça. Alors, oups, excusez-moi, là, je ne sais pas si je suis capable de revenir où je voulais aller. Je m'excuse, c'est que j'avais un problème, je ne pouvais pas cliquer à cause de ce que j'ai devant mon écran. Alors, je poursuis. Là, je vous ai donné 2 trucs en détail, puis je regarde l'heure pour ne pas trop dépasser le temps. Là, je me dis que le reste, je vais y aller rondement. Et puis, là où vous voudrez aller, on ira ensemble après. L'autre affaire, à partir du moment où on a situé les choses dans des lieux, eh bien, on peut situer l'échelle où ça se passe, puis l'écologie des systèmes. Et là, c'est assez fascinant, parce que de cartographier des comptes, quand j'ai vu comment Bronfenbrenner parlait de microsystèmes, mésosystèmes, exosystèmes et macrosystèmes et tout ça, dans le fond, c'est un peu ce que je faisais en cartographiant les comptes. Le microsystème en écologie humaine et sociale, c'est ce qui se passe dans des lieux. Alors, c'est tous les stops par lesquels on passe. Mettons, pour aller entrer à l'école la première fois, on va passer de la maison à l'école, par exemple. Et puis, le mésosystème, c'est ce qui se passe entre 2 lieux. Alors,
C'est la place où Pinocchio va trouver son grand nez. Je fais des blagues, là, parce que ce n'est pas un conte de la tradition orale, mais il se passe des choses entre les lieux. Aussi, ça, c'est le mésosystème. Exosystème, c'est ce qui se passe ailleurs, puis qui influence la situation. Par exemple, ce qui s'est passé en Chine a influencé ce qui s'est passé au Québec dans les derniers mois, à cause d'un virus qui a traversé chez nous. Macrosystème, c'est le système de règles dans lequel on est placé. On pourrait parler, par exemple, de la santé publique au Québec, ou bien on pourrait parler de notre système de gouvernement. Ça peut être ça. Chronosystème, c'est ce qui se passe dans le temps, la ligne de temps. Et de travailler avec les contes puis les histoires recueillies, ça m'a demandé, est-ce qu'il n'y a pas aussi un système qu'on pourrait appeler logosystème, ce qui se passe dans la parole? Alors, avec qui sommes-nous en contact dans cet écosystème? Par exemple, aujourd'hui, on est tous dans des lieux différents, mais on est reliés grâce à en ligne. Alors, c'est un peu particulier, mais on pourrait faire l'analyse systémique dans ce sens-là de notre rencontre aujourd'hui. Je continue. Alors, on pourrait aller voir les applications, mais je continue. Vivre une transition, vivre de l'aide, ça peut être vivre un changement au niveau de l'identité. Et est-ce que c'est qualitatif ou qualitatif? Autrement dit, et là, c'est beaucoup relié à la littérature ethnographique sur les rites de passage, vivre un passage, c'est souvent vivre un changement d'identité. Alors, on va voir qu'est-ce qui change. Et puis, on pourrait se demander, peut-on nommer une chose qu'on fait plus souvent, une chose qui est faite moins souvent, une autre qui est faite autrement? Est-ce qu'on peut nommer une chose qu'on apprend à faire au moment de la transition? Qui le montre à qui? Cette pratique se maintient-elle? C'est quoi les signes extérieurs du changement d'identité ou d'appartenance de ça? Et puis, est-ce que quand on en prend conscience que ça change, puis on pourrait à la limite, grâce au conte merveilleux, se demander s'il y a une métamorphose. Vu que dans les contes, c'est pour vrai. Que le sens figuré, c'est le sens propre, si vous voulez. Je vais vous donner juste un exemple. Un enfant qui commence à aller à l'école en première année, puis qui commence à dessiner des lettres, et puis qui a des devoirs à faire, ce qu'il ne faisait pas avant, et ainsi de suite. Si on veut une application de ça, je vais me permettre d'y aller. Regardez, ça, c'est ce qu'on vit en ce moment, nous autres, un petit peu. Il n'y avait pas beaucoup de gens. On avait des problèmes dans notre société. En tout cas, il y avait toutes sortes de débats sur les questions de masques avant la crise sanitaire, mais en ce moment, les masques, on en porte et puis ils sont même demandés par la situation. Alors, quelque part, il y a un changement dans nos apparences qui est lié à la transition dans laquelle on est en ce moment, dont on ne connaît pas l'après. Bon, je retourne. C'est juste une manière d'amener ça. Je poursuis. Jean Genet, il parle d'une dimension rituelle des transitions. Les rites de passage, selon Jean Genet, ils sont ternaires. Il y a un temps de séparation, il y a un temps de marge, puis il y a un temps d'agrégation. Je ne sais pas pourquoi là, je suis dans la première journée d'école depuis tout à l'heure, mais quitter la maison le premier matin, attendre dans la cour d'école, puis rentrer dans l'école. Mais ça pourrait être aussi quitter la maison le matin, passer la journée à l'école, dans cette marge-là de notre vie habituelle, puis revenir à la maison le soir. Et Van Gennep observait que dans les transitions, les grandes transitions sont pleines de petites transitions qui ont les mêmes étapes. Est-ce que c'est utile de les nommer puis de regarder c'est quoi les signes qui se présentent à cette occasion-là? Encore une fois, je me permets d'aller dans l'application, pas dans le pourquoi cette fois-ci. Pensez juste à la manière de monter et de sortir d'un autobus qui a changé dans les derniers mois et qui recommence à reprendre de nouvelles façons. Mais c'est vraiment ça, on est dans des situations où on se sépare de lieux pour entrer dans d'autres lieux, pour revenir et on ne fait plus les choses de la même manière. Alors, il y a des gestes, c'est accompagné de gestes et ça appartient aux transitions dans lesquelles on est en ce moment. Pour donner des exemples concrets et actuels. Je poursuis. 6. Distinguer, ça peut être intéressant pour la gang des races, distinguer l'itinéraire tel qu'il est de la règle telle qu'elle est convenue. Alors ici, dans des rituels, il y a des façons de faire. Mettons, il y a des façons de se marier, il y a des façons de faire des funérailles, il y a des façons de s'inscrire à l'université.
Puis quand on recueille les histoires des gens, puis quand on recueille les contes, on remarque que des fois, il faut suivre la règle. Et puis d'autres fois, c'est mieux de ne pas la suivre. Parce que si on la suit, on va arriver à sa perte. Et encore une fois, je repense aux histoires de migration. Peut-être que des fois, il faut suivre la règle, mais d'autres fois, il vaut mieux ne pas la suivre pour pouvoir passer la frontière, pour donner un exemple ici. On pourrait en donner plusieurs. Donc, ça invite beaucoup à avoir une certaine forme de liberté, où il y a de la place pour la discipline puis de la place pour l'indiscipline. Dans certains contes, par exemple, il faut écouter ce que le vieux a dit. Ceux qui ne l'écoutent pas, ils sont mal pris, tu sais, puis ils restent pris sur le chemin, dans certains cas. Puis dans d'autres cas, il vaut mieux pas écouter, puis entendre d'autres conseils aussi. Alors, donc, c'est intéressant de se dire, la règle à suivre, c'est une chose, puis ensuite, c'est notre liberté vis-à-vis de cette règle-là. Je ne vois pas dans les autres détails. Ça permet aussi d'apercevoir la grammaire des transitions, d'écouter les histoires d'aide entendues par les gens, et puis de nommer comme la phrase de la transition. Qui passe, à travers quoi, c'est quoi le passage, qui est la personne qui est le passeur et quelle forme d'aide est donnée. Un exemple assez simple, tout à l'heure, moi j'avais à passer à être prête à donner cette présentation-là. Geneviève a été ma passeur. Elle m'a aidé à me sentir à l'aise dans ce territoire qui est un écran. Et puis, j'ai pu me rendre compte que je pouvais partager mon écran. C'est quand même quelque chose de très spatial. On a fait un test. Puis, grâce au fait qu'elle a pris le temps, bien là, je suis en train de faire la présentation. Puis, je pense qu'on est en train de passer à travers. Alors, c'est un exemple. Je n'irai pas dans plus de détails, mais on pourrait s'en donner plusieurs. Alors, voilà. Ça peut être aussi simple que ça, puis d'autres fois, c'est immense et très important. Par exemple, dans une thérapie longue ou dans d'autres situations. Là, je me retiens de donner d'autres exemples parce que j'aimerais ça qu'on discute. L'autre chose qu'on peut faire aussi, c'est regarder qui sont les personnages de l'histoire ou du conte. On fait une colonne. La colonne de tous les personnages. J'ai fait exprès, là, vous avez une princesse, une reine, en fait, une femme, une reine, enfin, une vieille, c'est très typé et stéréotypé, mais c'est comme ça dans les contes. Puis, on regarde quand il y a les mêmes personnages dans la position d'aideur et d'aider. Et aux surprises, dans un conte, une personne qui est aidée peut parfois devenir une personne qui est une aidante. Et une personne peut être aidée par beaucoup de gens et d'autres ne sont pas aidés dans l'histoire, apparemment. Mais bref, on peut donc voir qui sont les personnes impliquées. Et puis, on peut voir la dynamique des réseaux d'aide, puis on peut le faire en circulaire aussi, ce qui donne un schéma qui est connu assez bien aussi dans différentes approches en psychosocial. Alors, et des fois, il y a même de l'auto-aide, comme ici, cette personne-là qui s'est aidée elle-même à aller plus loin. Tout à l'heure, hier, je me suis quand même aidée moi-même en demandant à Geneviève si elle pourrait demander, en fait, si on pourrait commencer à écart plutôt qu'à moins quart pour ouvrir le Zoom. Mais ça, c'est moi qui ai contribué à mon bien-être. Puis une chance, Geneviève, elle a accepté. Je continue. Maintenant, portez à l'attention à la variété des sortes d'aides possibles. Bien là, travailler dans les contes, ça nous rappelle que ce n'est pas juste écouter et aider. Des fois, c'est informer, des fois, c'est héberger, des fois, c'est soigner, des fois, c'est transporter, des fois, c'est nourrir. Il y a toutes sortes d'aides. Et puis, ça peut poser la question, quelle est la forme d'aide qui peut être utilisée dans cette situation-là? Je donne l'exemple, je peux vous donner un exemple ici. Dans une des histoires d'aide recueillies, c'est une intervenante en CLSC qui reçoit une femme qui est enceinte et puis qui va aller à sa place et elle est en bas. Elle a oublié ses clés dans son auto. Et c'est elle, l'intervenante de CLSC, qui va faire les démarches pour qu'elle puisse ouvrir sa porte d'auto pour rentrer chez elle. Alors, et qui va rentrer dans l'auto ensuite parce qu'elle a un bon bedon, puis c'est mieux que ce soit quelqu'un d'autre qui aille chercher les clés dans l'auto. Alors, juste pour vous donner un exemple, ce n'est pas dans le manuel des intervenants en CLSC, mais c'est quand même ça qui a renforcé son lien avec sa cliente, si on peut dire. Je pourrais aussi donner un exemple qui est indiscipliné, mais par rapport à
à l'itinéraire prévu. Je pense aussi à un jeune, en fait, à des cadets qui faisaient un parcours final pour avoir leur diplôme de cadet. Et puis, le jeune racontait comment, 2000 avant la fin, il avait passé son bras autour d'une collègue qui avait un peu de misère, puis ils sont arrivés ensemble au fil d'arrivée. C'est pas détestable comme idée, surtout dans un contexte de formation militaire, de penser qu'on est passé à côté de chacun pour soi, puis que la décision a été prise de terminer ensemble. Bien là, on est dans peut-être accompagner et faire en même temps, faire ensemble. Alors, faire équipe, peut-être celui-là. Alors ici, je vais juste dans application pour vous dire qu'à l'époque, ça avait semblé assez intéressant, ces différentes formes d'aide-là qui sont inhabituelles. Alors, si ça vous intéresse, j'avais fait des espèces de gabarits de feuilles d'étiquette qu'on peut imprimer ensuite et qui donnent, je vous les montrerai tout à l'heure, ou peut-être que ça se voit parce que j'ai une petite photo, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose là, mais si ça vous intéresse d'avoir un petit paquet de formes d'aide, version histoire d'aide et contes, ben ça peut donner un petit rappel de la largeur du répertoire auquel on peut avoir accès. Et j'ai presque fini. Je passe au dernier point. Une autre affaire qui était remarquable aussi, parce que les échelles de temps varient beaucoup dans les histoires d'aide et dans les contes, des fois, ça se passe sur plusieurs générations. Bien, osez se demander de quelle aventure collective il s'agit de prendre le relais. Quand on entre dans une histoire d'aide, qu'on est une personne aidée ou qu'on est une personne aideur, on est actrice de quelque chose. C'est quoi la conjoncture sociale, culturelle, économique, politique dans laquelle ça se passe? Dans quelle histoire est-ce qu'on entre en entrant dans cette transition-là? À quel moment de l'histoire arrivons-nous? Quel relais prenons-nous? De qui? Avons-nous passé ce relais depuis? Je dis ça parce que dans les contes, c'est remarquable. Assez souvent, on pense qu'il y a un héros, mais en réalité, le héros est bloqué à bien des places. C'est d'autres qui prennent sa place, qui prennent le relais pour un bout ou la suite de l'histoire, ou peu importe. Des fois aussi, ça se passe sur plusieurs générations dans les contes. À la limite, on pourrait se demander de quelle monnaie de plus de 350 ans devenons-nous les gardiens et gardiennes? Et autrement dit, de quel royaume, de quelle fonction nous rendons-nous responsables dans cette histoire-là? On peut aussi se le dire de même. Alors, je ne me rends pas aux exemples et aux applications, mais quelque part, je pense que ça permet quand même de joindre la transformation personnelle et la transformation sociale. On parle beaucoup en ce moment d'une crise sanitaire qui aura eu son avant, qui a son pendant, puis qui aura son après. Mais est-ce qu'on est dans des changements plus grands? Les changements climatiques, ils sont d'un ordre d'échelle plus grand qu'à toutes les que de l'ordre quotidien, mais ils demandent de l'action au quotidien. Bref, dans quoi sommes-nous? Et je vais vous faire remarquer, on ira en détail si ça vous intéresse, que pratiquement, moi, ce qui m'a surpris dans cette recherche-là, c'est que presque toutes les formes d'aide aperçues pouvaient être nommées en lien avec le territoire. Alors, on pourra y revenir si ça vous intéresse. Autrement dit, il y a en fait en lien entre le territoire et les gens dans le territoire et la dynamique des êtres, des gens et des objets dans le territoire. Alors, question peut-être à aller voir de plus près. Il y a quelques références ici. Donc, le petit rapport dont j'ai parlé, les feuilles d'étiquette, ça, je pense que Geneviève pourrait être en mesure de transmettre ça. Il y a 2 articles qui peuvent donner plus de détails. Et puis, pour celui-ci, comme il faut être abonné à des universités pour utiliser cette référence-là, j'ai un PDF pour les personnes qui, comme moi, ne sont pas abonnées à l'univers de transmission des documents savants, de certains documents savants. Celui-là, il est accessible. Et puis, ben, pour Bronfenbrenner, Kurt Lewin et Van Gennep, on peut trouver ces choses-là en cliquant dessus. Enfin, une partie de ça, à tout le monde. Je ne suis plus sûre pour Bronfenbrenner, mais Lewin, oui, on peut trouver son ouvrage qui est très intéressant à lire, à mon avis, quand il est question de lignes et de frontières. Alors, on arrive ici. Qu'emporterez-vous de cette présentation? Faites-elle écho pour vous? Et je m'arrête.
Excellent. Merci beaucoup, Viviane. Je pense qu'on peut arrêter le partage et voilà. Et puis, super intéressant comme présentation. J'ai hâte d'entendre la réaction voyons, Caron. Caron. Alors, merci beaucoup. En effet, Marjane, félicitations. Et puis, ben, je pense que Roxane, si tu es prête, je serais prête à te donner la parole. Alors, on t'écoute. Bien, d'abord, merci Viviane pour cette présentation. Pour moi, ben, j'avais eu un petit avant-goût du fait que, en fait, tu m'avais partagé plusieurs des documents. Donc, j'avais pu vraiment me mettre l'eau à la bouche avant la présentation. La question qui termine ta présentation, c'est vraiment comment ça fait écho pour moi, notamment comme première répondante à ta présentation. D'abord, j'ai un peu hésité à comment, dans le fond, comment réagir, comment m'y prendre, par quelle porte rentrer dans ta présentation. Puis, au fur et à mesure que je lisais et que je relisais, je me disais, dans le fond, je vais rentrer avec mes trois chapeaux. Souvent, que ce soit mon chapeau, en fait, de chercheur à RS, mais aussi celui de professeur, d'enseignante en travail social. Puis aussi de praticienne, parce que j'ai quand même pratiqué pendant presque 10 ans le travail social, que ce soit au Québec ou ailleurs. Fait que je me suis dit, tiens, je vais rentrer par, je dis souvent, cette espèce de triptyque, en fait, c'est ces trois postures-là, ces trois chapeaux-là qui m'accompagnent toujours. Puis je vais reprendre aussi plusieurs des termes dont tu as parlé, Viviane, puis aussi Lourdes aussi a apporté certains thèmes que je trouvais intéressants de reprendre. Mais première chose que je voulais dire, c'est que je trouve vraiment, une des choses que je trouve intéressante, je l'ai dit souvent à Erasme, c'est vraiment le fait de pouvoir passer de la recherche à la pratique et avoir autour de la table aussi des gens qui sont présents de ces différents univers-là, que ce soit le milieu académique, le milieu de la pratique et le milieu de la recherche. Et la formule qu'on prend, moi, c'est la première fois là, que je participe à un séminaire comme ça où il y a une répondante qui réagit directement. Et je trouve que ça nous permet, oui, exemple, quand on est dans la posture de présenter, de pouvoir aussi, quand on est répondant, de vraiment rentrer dans les travaux de cette autre personne et voir comment, justement, ça fait écho à nos propres travaux et comment ça pourrait le faire aussi à travers d'autres travaux à Erasme. Je reprends dans le fond aussi, encore une fois, des termes. Tu as beaucoup parlé, Viviane, de la question, bien sûr, du passage et bien sûr, de ma posture de recherche d'intervenante aussi qui travaille beaucoup avec sur les questions de refuge, de migration. Donc, bien sûr, le passage, ça fait sens pour moi en termes de migration. Et là, je dirais même, j'ajouterais de plusieurs migrations, de plusieurs déplacements, de plusieurs exils. Donc, ça, c'est quelque chose pour moi qui, en termes juste de vocabulaire, on peut voir, je peux voir à travers les différents outils que tu as présentés, comme à chaque fois, je me disais, je pourrais facilement adopter, oui, et adapter cet outil aussi à mon propre champ de recherche, mais aussi, ça, je vais y revenir parce que je vais passer souvent de recherche à intervention. Donc, mon premier réflexe, ça a été de le voir comme intervenante. Comment, comme intervenante, ça pourrait être très utile, mais je dirais aussi beaucoup en recherche. Puis je vais y revenir tantôt pourquoi je pense que ça peut être très utile d'utiliser ces outils-là pour tenter de comprendre des réalités avec les personnes. Donc, de faire, dans le fond, de la co-analyse, mais de la co-analyse de résultats avec des personnes réfugiées et dans une posture de recherche. Moi, je trouve que ce sont des outils que je viens de découvrir. J'utilise beaucoup plus la tradition orale, mais là, tu me présentes des outils qui me permettraient de visualiser ça et de travailler ça avec des personnes. Donc, j'ai trouvé que ça, c'était un élément très intéressant de ce que tu nous apportes aujourd'hui. On a parlé aussi, un autre élément que je trouve intéressant, c'est que ça nous permet aussi, ce que tu nous présentes aujourd'hui, de dépasser le découpage par clientèle cible. Parce que même dans les exemples que tu nous as donnés, on a passé dans le fond, tantôt tu donnais des exemples
du quotidien, de ta propre présentation, jusqu'à des exemples. Tu as utilisé justement des images ou des représentations justement du domaine du refuge. On pourrait, moi j'ai pensé aussi à des histoires de passage, exemple, de sortie, exemple d'une situation de violence, par exemple, ou d'un vécu, exemple, difficile de santé mentale, exemple, un épisode de dépression, etc. Donc, comment on pourrait utiliser la métaphore du passage et les différents outils que tu as pensés pour regarder toute la question des forces, de l'agency aussi, des personnes avec qui on travaille puis qu'on tente d'aider. Une autre chose aussi que j'ai trouvée vraiment intéressante et sur laquelle je reviens, c'est tout simplement la question de l'aide. L'aide, c'est au centre de la profession, de ma profession, qui est le travail social. Donc, tous ces outils-là sont utiles, oui, pour la pratique. Mais une chose aussi que je trouve intéressante, c'est toute la question, tu ne l'as pas nommée comme ça, mais toute la question de la paire-aidance. Et on voit aussi beaucoup, Marie-Jeanne pourrait en parler, Myriam aussi, sûrement Lourdes, qui sont impliqués aussi dans les projets sur la question de refuge auprès des personnes réfugiées de Syrie. On voit aussi l'importance de la paire-aidance pour traverser ces moments de passage, de difficultés, de défis. Donc, ça aussi, donc, oui, pour la travailleuse sociale dans une posture d'aide, mais aussi la question de la paire-aidance aussi que j'ai trouvée très intéressante. Tu as parlé beaucoup de contes, C-O-N-T-E-S. Dans mes expériences, on parle beaucoup de récits, donc de récits de vie, de récits d'exil, de récits de déplacement. Ce que je trouve, encore une fois, pour moi, et je le qualifie, j'avais écrit d'ailleurs un courriel à Marie-Jeanne pour lui dire ce que Viviane fait, ce sont de petits bijoux. De petits bijoux pour justement comment analyser des récits de vie, au-delà de la description, parce que souvent, on utilise des récits, oui, je connais le récit migratoire, pré-migratoire d'une personne. OK, qu'est-ce qu'on fait avec le fameux récit? Et comment on peut l'utiliser? Et là, je trouve ça formidable. J'en ai repéré certains, mais toute la question d'explorer les réseaux d'entraide, explorer la question, bien sûr, d'aide, mais aussi les réseaux, donc plus l'aspect plus collectif. Les savoirs aussi des personnes elles-mêmes. Les repères identitaires aussi, qui est un élément central dans plusieurs de mes recherches. Je dirais aussi de comprendre les contextes. Toute la question des cartes écosystémiques, c'est formidable comment, à la fois, je pourrais l'utiliser en enseignement, parce que d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais l'approche écosystémique en travail social, moi, elle a été très présente dans ma propre formation dans les années 90. Elle l'est encore beaucoup aujourd'hui. Je l'enseigne. C'est encore une approche très présente en intervention individuelle et familiale. Je regarde dans le domaine aussi plus dans le champ de l'interculturel systémique qui a été développé beaucoup par Gisèle Legault et Liliane Rachidi. Donc, c'est des choses qui font écho, puis c'est très contemporain. Donc, je trouve ça aussi un autre des éléments que je voulais aussi, sur lesquels je voulais absolument rebondir. Donc, pour moi, c'est que ces outils-là, ce que ça me fait voir, c'est comment ça peut être, un récit de vie peut tout à coup être dynamisé. Ça, c'est un élément que je trouvais intéressant. J'avais peut-être aussi... j'ai d'autres commentaires, mais je vais peut-être y aller aussi en termes plus de... parce que là, j'ai l'impression que je fais un monologue. Je voulais peut-être essayer de voir en termes de questions, parce que tu as parlé beaucoup de stop et de go. Et je me demandais si dans tes expériences, il y avait aussi je reprends un mot en anglais, est-ce qu'il y a des stocks au sens de stock ou prix coincé? Et comment ça pourrait justement être exploré ou si c'est des choses que tu as vues. Parce que oui, des fois, justement, dans un passage, dans un récit, dans un chemin, dans un voyage, on reste stock à quelque part, on n'arrive plus, il y a eu un stock, puis on n'arrive plus à décoller.
dépendant aussi des situations. Donc ça, c'est une chose que je me suis demandé, comment ça pouvait être exploré. Donc ça, c'est une chose aussi. Et il y avait aussi dans tes cartes, on voyait aussi souvent deux contextes. Dans un contexte aussi de migration où des fois il y a plusieurs déplacements, plusieurs exils, plusieurs contextes à comprendre, comment aussi on pourrait utiliser ton expérience, ton vécu, etc., pour regarder ça quand on est vraiment dans plusieurs contextes. Il y a vraiment des passages, exemple dans notre cas, de plusieurs pays. Donc, peut-être avoir un regard aussi transnational sur ces questions-là. Et tu vas parler d'un élément beaucoup plus dans ta présentation. Et ce qui ressort pour moi, c'est beaucoup la question des récits et de la tradition orale dans ce que tu nous as présenté. Puis j'étais très intéressée de t'entendre sur l'apport de l'ethnographie. Hein? Comment tu l'utilises aussi à travers ces travaux-là. Donc, ça, c'est certaines de mes questions sur lesquelles j'ai pensé que tu pourrais peut-être nous aider à rebondir. Merci beaucoup, Roxane. Super intéressant. Viviane, aimerais-tu réagir à l'intervention de Roxane avant qu'on donne la parole à tout le monde? Ben, c'est toi l'animatrice, peut-être à toi de voir. Peut-être, vu que Roxane va partir tout à l'heure, juste prendre le temps de répondre à certaines, enfin de mentionner quelques petits points. D'abord, mais merci beaucoup, Roxane. Moi aussi, je me sens en terrain familier quand tu présentes tes travaux. Et puis, mettons, pour reculer, je trouve ça très intriguant, moi aussi, comment on pourrait éventuellement, parce que c'est pas quelque chose que j'ai fait, les histoires d'aide, tu sais, c'est des choses très, très courtes, ces collectes-là. Pas un travail c'était pas des très longs récits. Les contes, des fois, pour simplifier, tu sais, comme il y en a des contes où c'est principalement 2 royaumes, mais en réalité, il y en a d'autres que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et je suis intriguée de voir comment on pourrait passer d'une application de ce qui est appris dans les contes à un usage similaire pour des récits de vie. Mon intérêt est là. Et il faudrait qu'on regarde ensemble, qu'on joue à ça peut-être. Mais de fait, oui. Puis peut-être un petit point là-dessus, dans les contes de la tradition orale, ce qui est un peu fascinant pour moi, c'est que il y a des contes types avec des espèces de genres de trajets particuliers. Aller et revenir. Dans d'autres cas, c'est aller pour ne plus revenir. Et dans d'autres cas, c'est passer par ici pour aller ailleurs. Puis là, si je suis capable de repartager mon écran encore un tout petit peu, je vais me rendre à la présentation. Je voudrais y aller avec un exemple qui va me permettre de commenter un petit peu sur un autre point que tu as amené. Juste en passant pendant que je le vois, ça va être plus économique. Dans l'approche écosystémique, souvent elle est représentée comme ça. Et quelque part, on perd la dynamique quand on met, mettons, le microsystème, le mésosystème et ainsi de suite. Ce n'est pas nécessairement concentrique dans nos vies. Et puis peut-être que de fait, de les mettre de plein pied ensemble, c'est ça que la cartographie permet de faire, c'est qu'on les voit, les microsystèmes, on les voit, les chemins. Alors, les microsystèmes, ça serait un peu comme les stops pour moi. Et puis, les mésosystèmes, ça serait les go. Et puis, peut-être que le macrosystème, ça serait les frontières des royaumes, et ainsi de suite. De sorte que, les gens aussi racontent ce qui se passe à l'intérieur. À un moment donné, j'ai développé un usage, là, c'est compliqué là, en 2 dimensions de présenter un intérieur dans un espace, mais c'est pour ça qu'il y a des petits grisés. Mais je serais curieuse de voir ce qu'on apprendrait à travailler avec une approche écosystémique qui est dynamique, justement, et puis qui n'est pas prise
dans des cercles imbriqués un dans l'autre. En tout cas, je crois que là, c'est un apport de la cartographie des comptes qui peut être fait. Sinon, je m'en allais ici, mettons, la différence entre un truc concentrique et puis une personne qui est dans sa société, qui cherche par où passer pour se trouver un job ou peu importe. Là. Le chèque d'aide sociale, il arrive soit par la poste ou bien par accéder. Tout ça se touche. Mais ce que je cherchais, c'était, je crois que c'était ici. J'espère que c'est là. Oui. Alors, je ne sais pas si je suis capable de faire... si je mets ça... Ah, non. Bon, il va falloir que je vienne comme ça. Hey, je me suis mal pris. Je vais y aller comme ça d'abord. Oui, OK. Je trouve ça intéressant, le mot « go » et « stop » et « stock ». Parce que, de fait, je pense à ce compte-là là, qui est résumé très brièvement, puis que j'avais déjà amené il y a longtemps dans une rencontre d'Erasme aux marges de la cité. C'est un peu particulier parce que c'est un conte où une mère et son fils vont quitter un royaume pour une vie meilleure. Et puis, elle cherche ce royaume-là. Mais en fait, elle se trouve pris entre deux lignes, et, dans un genre de no man's land, avec un homme violent. Et puis, le petit garçon va trouver un ruban qui rend fort. Mais c'est assez violent comme histoire. Il va trouver une mère lionne qui va l'aider à se guérir des blessures que le géant va lui infliger quand il va découvrir que le petit garçon a un ruban qui le rend fort, qui lui a été pris à lui. Enfin bref, je n'entrerai pas dans toute l'histoire, là, qui en plus a bien des parallèles avec une autobiographie qui s'appelle This Boy's Life. C'est curieux comment des fois la vie et les contes, ça peut se ressembler avec ces raccourcis-là. Mais oui, non seulement des fois les gens sont stock, mais l'aide, c'est de protéger, de faire un bouclier. Des fois, c'est de faire sortir, puis d'autres fois, pendant un certain temps, un exemple qu'on peut avoir dans nos imaginaires, c'est la femme de l'ogre qui va garder le petit Jack qui est chez l'ogre et puis qui est caché pour pas que l'ogre le mange. Bon, c'est un drôle d'exemple, là, mais oui, des fois, la fonction d'aide, ça va être de garder intact dans un territoire. Puis d'autres fois, c'est d'aider quelqu'un à patienter avant d'aller plus loin ou de trouver la voie de passage. Alors, je me retrouve dans ce que tu dis à ce sujet-là. Si je vais arrêter de partager. Je suis vraiment curieuse de voir. C'est pour ça que je vais m'arrêter parce que je serais contente d'entendre comment ça vous sonne pour les gens qui ont suivi. Voilà. Écoutez, je vais ouvrir la parole à qui que ce soit qui aimerait parler. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait prendre la parole sur les présentations qu'on vient d'entendre? Oui, René? D'abord, je veux dire que j'ai beaucoup apprécié la présentation. Là. Merci, Lisiane. Comme d'habitude, c'est enraciné dans un travail patient avec du monde. Ce qui m'a particulièrement séduit, c'est le concept de transition que tu présentes, le passage d'un territoire à un autre. Puis je me dis, au cours des 10 dernières années, j'ai beaucoup travaillé sur des territoires qui sont en changement, en transition justement, et des territoires souvent qui sont en dévitalisation et qui passent à un projet de territoire, un projet de prise en charge qui s'appuie sur tout un ensemble. Tu parlais de l'écosystème. C'est un peu les écosystèmes qu'on étudiait. Quels sont les écosystèmes qui permettent de faire des transitions et donc permettent à des territoires de s'aider eux-mêmes. Et souvent, il va y avoir besoin de passeurs. J'ai beaucoup aimé que tu reprennes ce titre-là. C'est une des notions que j'ai travaillées là, dans ma recherche sur l'organisation communautaire. Et je pense qu'on a beaucoup d'exemples au Québec de ces choses-là. Actuellement, je travaille avec la théorie qui a été développée par Angèle Bilodeau sur les résultats transitoires. Et je me dis, c'est la même notion là, qui est en cause, c'est-à-dire qu'en quelque part, on n'a pas des passages en ligne droite d'un État à un autre, on a souvent des passages en aller-retour,
en cercle ou en spirale. Puis je partage ton idée que si on veut faire la cartographie, il ne faut pas la faire de façon concentrique, il faut la faire vraiment avec un schéma qui est beaucoup plus complexe, puis qui présente pas mal mieux ce que c'est la transition. Alors, merci beaucoup. Merci, René. Est-ce qu'on a d'autres réactions? Marie-Jeanne? Oui, tu as vu, j'ai ouvert mon micro. Je ne sais pas si Viviane, tu voulais réagir avant. Qu'est-ce que René a dit? Je vais prendre des notes, puis je serais portée à penser que ça serait bien d'entendre plusieurs personnes, puis à un moment donné, on se fait un petit paquet. Super, OK. Je voulais juste dire, dans le même longueur d'onde que René et Roxane, j'ai aussi été séduite par les différents outils. C'est complexe, puis en même temps, de la façon que c'est présenté avec l'infographie, c'est comme des outils théoriques qui peuvent vraiment représenter des éléments clés pour analyser les récits. Roxane et moi, on travaille sur les trajectoires d'intégration, les récits d'exil, mais je pense que l'application peut se faire dans différentes directions. Ce que j'apprécie particulièrement aussi, c'est que j'ai l'impression, puis tu me corrigeras, Viviane, que c'est autant des outils de recherche, autant pour la collecte de données que l'analyse, que aussi des outils d'animation avec des groupes et aussi des outils de restitution un peu pour classer les choses tout en conservant à travers cette simplicité-là visuelle toute la complexité derrière les vies de chacun, puis les représentations, mais aussi les différentes influences. Personnellement, aussi avec Roxane et Lourdes, on travaille sur toute la question de l'aide et l'entraide et de la façon de séparer les différents types d'aides reçues. J'ai trouvé ça très éclairant, même pour quand on rencontre les gens pour expliquer un moment marquant par rapport au type d'aide reçue. Je trouvais qu'avec les différents symboles, ça donne une idée comment situer cette fameuse aide-là qui va des fois du soutien moral à de l'entraide technique ou peu importe. Donc, en tout cas, je trouvais que cette finesse-là était très, très inspirante. Puis, c'est sûr, personnellement, j'aimerais beaucoup qu'on reste en contact ensemble pour explorer ces aspects-là. Je trouve qu'à travers ERAS, il y a vraiment une transversalité là, au niveau théorique. En tout cas, c'est hyper inspirant. Et ma question, peut-être, Viviane, ce serait est-ce que tu penses que, par exemple, comme les différents outils qui pourraient être autant au niveau analytique que d'animation, tout ça, est-ce que tu penses, par exemple, qu'à travers des récits déjà constitués, qu'on a fait avec une recherche particulière, je pense avec la recherche avec Roxane et Lourdes, est-ce que tu crois qu'à posteriori, on pourrait utiliser ce genre d'outils-là pour analyser le discours et faire sens un peu par rapport à ces périodes de transition? Moi, je crois que oui, mais je ne sais pas de quelle manière tu conçois ça parce que... Donc, je m'arrête là. Mais merci infiniment pour ta présentation, Viviane, puis aussi ta contribution, Roxane. Merci beaucoup. Peut-être qu'on pourrait rajouter Lourdes à ton carnet de questions, puis après ça, entendre tes réactions, Viviane. OK. Alors, j'enlève le visuel pour que ça s'entende mieux, ce que j'ai dit. Et donc, merci pour ta présentation, Viviane, et les commentaires, Roxane aussi. Ça me donne envie d'éventuellement mettre sur la table, revenir sur des travaux aussi il y a un certain temps que j'ai fait autour des discours des personnes qui ont vécu des expériences limites, notamment des personnes qui sont, pour se comprendre peut-être, qui ont été diagnostiquées de schizophrénie, qui ont vécu des univers qu'eux-mêmes nomment comme étant parallèles. Je vais commencer, j'ai comme 3 petits commentaires, une question après. Et je parle de discours et non pas de récits, parce que les travaux que j'avais faits m'avaient confrontée. J'avais commencé avec des entrevues
qui commençait par une seule question, parlez-moi de votre histoire, de vous. Et quand je me suis retrouvée face à un discours, à des gens au fond qui me parlaient de leur vie, mais que la place qui occupait la temporalité dans les structurations du récit, ou de ce qui était davantage parlant par rapport à l'univers, aux altérations, aux expériences que la personne voulait transmettre, les temps et les récits étaient beaucoup moins structurants que la description d'un paysage auquel on avait accès davantage par les métaphores, par une analyse métaphorique, un peu plus comme si c'était un poème ou comme si c'était un film, si vous voulez, qui était raconté, et beaucoup moins comme si c'était une narration dans laquelle l'importance est l'évolution de ce qui est arrivé avant, ce qui est arrivé après. Alors ça, j'ai retrouvé beaucoup quand j'ai fait des entrevues avec des personnes qui ont vécu ce type d'expérience limite. Il y avait des discours qui étaient déjà construits comme un récit, comme une narration de la transformation. Voilà ce qui était avant, voilà qu'est-ce qui s'est passé mal, voilà la souffrance, voilà, etc. Puis là, j'étais à travers tel soutien, ou tel parcours, ou maintenant mes croyances, etc. Là, il y a quelque chose qui s'améliore, puis voilà ce qui s'est amélioré. Et donc ça, c'est construit en forme d'un récit qui a une avant, une milieu, une après. Je trouve ça très intéressant en tant l'importance de la topologie parce que c'est ce qui m'a aidé, moi, à comprendre des personnes qui ont un rapport à la parole très différent. Il n'est justement pas structuré de cette façon-là. Ça a été de les prendre par les biais des lieux, des espaces et dans les descriptions de ces lieux et de ces espaces. Dans les cas dont je parle maintenant, puis j'arrête là, c'était les trous, c'était les jardins, c'était la rue. Et de se rendre compte que la figure de la rue, qui était une figure au fond qu'on pouvait associer à une métaphore de l'abandon extrême, d'un abandon. Et parfois, ces figures de la rue étaient associées à l'institution psychiatrique. Parfois, c'était à l'expérience de prendre la médication en psychiatrie qui donnait l'impression d'être dans la rue, donc d'être abandonné, de ne plus avoir d'émotions, des sentiments, etc. Versus une autre métaphore, c'était les trous, mais les trous, c'est quand je m'en vais faire des choses dangereuses, etc., etc. C'est donc, c'est juste pour dire, hein, c'est juste de petits flashs, le fait de ne pas se renfermer d'emblée dans une structuration préalable de ce qui doivent être les composantes du discours et même des catégories qui doivent structurer ce discours-là, me semble extrêmement intéressant et non pas non plus dans une idée que c'est la temporalité où nous en travail social, les gens en travail social, les gens en intervention psychosociale, même les organisateurs communautaires ou l'organisation communautaire, je veux dire, on est souvent dans une perspective qui cherche à identifier les transitions dans les temps positifs. Et je trouve que le fait de partir de cette qui utilise la théorie de la littérature, qui utilise parfois l'analyse poétique, etc., permet vraiment de se décentrer complètement pour retrouver de nouvelles possibilités de transition, de nouvelles possibilités de reconstruire, puis d'avoir une sensibilité à cette vie meilleure dont au fond aussi on parle, même si parfois ça peut être difficile de l'entrevoir si on est à l'écoute de l'univers dans lequel les personnes se retrouvent à certains moments. Donc, je trouve ça super intéressant. Juste dire aussi que c'est particulier hein, de comment les collectifs ou ces formes, je ne sais pas si d'aide ou en tout cas, ces formes de remise en mouvement qui permettent parfois d'envisager cette vie meilleure et ces mondes partagés, ça peut prendre aussi des formes très diversifiées. Dans l'histoire que je vous racontais tantôt, c'était beaucoup l'idée, par exemple, cette personne-là qui vivait dans un univers quand même assez noir, où il y avait des trous où il pouvait tomber, il y avait des gens qui pouvaient les couper, etc. Et du coup, il a signé une pétition. Et signer une pétition, c'était une façon d'être dans un monde partagé. Et là, ça nous permet de voir les choses un petit peu autrement. Alors,
juste pour dire, c'est des évocations qui me sont venues quand j'ai entendu ta présentation. Et j'essaye de faire le pont avec, j'ai beaucoup apprécié l'intervention de René sur la question de justement comment est-ce qu'on peut voir aussi les espaces et le travail collectif à partir de ces perspectives-là de transition. Ce qui m'amène à te poser la question par rapport au travail, comment est-ce que ce travail-là s'est appliqué dans imaginer de nouvelles formes de protection sociale? Parce que c'est intéressant de le voir, comment est-ce que ce travail qu'on peut faire en finesse sur les univers singuliers et sur la manière comment on raconte des histoires ou les discours dans lesquels ils peuvent être bloqués, on peut être en mouvement, mais comment est-ce qu'on peut utiliser ça d'une manière pour créer une culture partagée, pour créer aussi du partageable, même si parfois on est dans des expériences de souffrance et de traumas qui semblent nous ramener davantage vers justement ce qui est bloqué ou ce qui est plus difficile à concevoir dans sa globalité. Merci beaucoup, Lourdes. Je vais en profiter pour remercier Roxane parce qu'il est vraiment 14h27. Alors, je crois que Roxane va devoir nous quitter. Merci beaucoup, Roxane. Hey, merci, Roxane. On se reparle. Et puis, maintenant que tu as ton carnet de questions bien rempli, Viviane, on va pouvoir te laisser la parole. Alors, on t'écoute. Si j'en oublie, vous me le direz, là, mais ben, tout d'abord, pour topologie et temporalité, de fait, c'est très intéressant de lire Kurt Lewin parce qu'il fait tout un de petits schémas, tu sais, puis bon, on en prend puis on en laisse dans ce qu'il a fait. C'est comme une œuvre qui a été, je crois que c'est 1936, la publication de Principles of Topological Psychology. Moi, ça avait attiré mon attention quand j'ai commencé à essayer de faire des cartes pour les compteurs parce que je faisais des petites cartes. Puis par rapport, tu sais, quand, par exemple, René, tu dis, tu vas parler de communauté en transition, de résultats transitoires, en fait, c'est particulier parce que la communauté, elle ne change pas nécessairement de lieu physique, mais elle va quand même se transformer. Bon, je pense que dans le langage écosystémique, il sera question de chronosystème, mais Bronfenbrenner expliquait aussi, puis là, c'est de la topologie, que, tu sais, mettons, tu peux faire le schéma de quelqu'un qui monte un escalier de 3 marches puis qui redescend. Et puis c'est comme si il revenait d'un lieu, il allait à un autre, puis il revenait. Mais tu peux aussi le faire comme si c'était quand il revient, mettons, tu montes tes marches, puis tu redescends, le bas de l'escalier, c'est plus le même bas de l'escalier que celui dans lequel tu étais quand tu as commencé à monter. C'est un escalier B ou C. Je ne sais pas comment l'expliquer. Moi, j'ai vu ça chez les compteurs quand on essaie de cartographier des comptes avec eux autres. Il y en a qui savaient lire, il y en a qui ne savaient pas lire et ça n'avait pas d'impact sur la façon de faire des cartes. Là. En tout cas, je ne vais pas dans les détails de tout ça. Sauf que ce qui m'avait frappé, c'est que certains gardaient l'unité de lieu et d'autres pas. Comme si, mettons, le compteur, le petit Jean part de chez lui, il s'en va dans le royaume des poissons, puis là, il se fait kicker back chez lui, mais il n'avait pas remis le lieu au même endroit, il l'avait mis ailleurs, comme si c'était un nouveau lieu. Alors, je crois que notre rapport au temps et à l'espace est interpellé dans cette histoire-là. Et puis, je fais un lien un peu avec ce que dit Lourdes. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vais dire là, mais moi, ça a été constant dans mon travail avec les contes de retrouver des formes qui ne sont pas racontées intentionnellement ailleurs dans la vie, mais qui reprennent la topographie ou la topologie qu'il y a dans un conte, qui a un début, un milieu, puis une fin, mettons. Alors, tu sais, puis l'autre affaire, c'est le sens propre puis le sens figuré. Dans notre vie, on parle au sens propre,
on pense qu'on parle au sens propre, mais en fait, je ne sais pas comment dire, cheminement, faire un cheminement. Bon, ben, un cheminement, ça peut être un cheminement thérapeutique, c'est pas nécessairement un cheminement dans la rue, ou un groupe qui fait un cheminement, il ne changera pas nécessairement de lieu, mais pourtant, il y a un chemin de fait entre deux territoires. Et quelque part, le mot cheminement devient, c'est comme ça devient un vrai, ça prend un sens entre le sens propre et le sens figuré. Et j'ai remarqué ça souvent, le mot qui me vient, et je n'ai pas étudié là-dessus, je ne sais pas si vous autres, vous connaissez ça un peu, mais c'est l'idée d'écosystémique, des écosystémiques. C'est comme si, dans certaines situations, puis ma petite piste, c'est que ça, c'est très proche de l'intuition qu'il y a dans les contes types qui sont regroupés autour d'un même ensemble. On dirait qu'il y a des échos d'une situation qui se réverbèrent. Par exemple, un conte qui est violent, il y a des coups partout dedans. C'est comme s'il y a des petites histoires, puis ils revont... non, mon exemple n'est pas bon. Comment je vais faire pour dire ça? Si on porte attention aux écosystémiques, un peu comme ce serait comme les harmoniques de la parole. Dans la musique, il y a des harmoniques. Il n'y a pas juste un niveau. On est habitué de prendre la parole sur un niveau. Puis en réalité, il y a probablement plusieurs niveaux qui vont ensemble. Et puis, ça m'amène, moi, OK, je sais comment je vais le faire, à être attentive au niveau figuré et symbolique dans ce qui est dit. Par exemple, je vais vous donner un exemple. C'est un groupe qui s'intéressait au rapport au symbolique de gens militants chrétiens, mettons. J'espère que je résumerai bien, là. Et puis, il disait, bien, il n'y en a pas de rapport au symbolique, ou il n'y en a plus. J'avais pris, puis là, ça va m'amener à répondre à une autre question, j'avais pris les entrevues qu'il avait faites, et je les avais lues avec ma lunette de cartographie de compte, de topologie, puis de symboles. Et moi, j'en avais trouvé tout plein d'essences figurées dans ce qui semblait ne pas exister dans les entrevues qui avaient été faites. Alors, ça m'amène à répondre à l'autre question. Est-ce que c'est possible de travailler, je crois que c'est Marie-Jeanne, hein? Est-ce que c'est possible de travailler a posteriori un répertoire à partir de ces outils-là? Je le croirais. Parce qu'il s'agit juste d'être systématique. On pourrait réfléchir comment on va le faire, on peut le faire, mais dans ce cas-là, je l'avais fait. Et curieusement, il y en avait tout plein de symboles qui n'étaient pas de premier niveau. Mais si on le lisait bien, on le trouvait. Si on prenait les images qui étaient données, on les trouvait. Mais c'est ça, il faut entendre cheminement il faut entendre chemin, mettons, ici. Ou ce que tu me dis, c'est délicieux. Bon, délicieux. Je ne suis pas en train de le manger, ce que tu me dis. Mais pourquoi tu dis délicieux? Il faut porter attention à ces niveaux-là. Je ne sais pas comment on pourrait faire dans nos travaux, mais plus on parle, plus ça me donne l'idée qu'on pourrait y repenser cet été, mais il y aurait peut-être une façon d'aborder ça un peu dans notre travail ensemble. Je ne sais pas comment on pourrait y aller plus en détail, mais dans le rapport à l'espace, dans le rapport à ce que tu appelles la poétique, Lourdes, et puis, en fait, que moi, je vois comme le rapport à la métaphore, puis c'est toute la question des sens propres et des sens figurés. Puis là, je crois que c'est un apport de la tradition orale. Comme nous autres, on est dans un monde alphabétisé, on ne les voit pas facilement, ces choses-là. Les gens qui ne savaient pas lire et écrire, leur linguistique n'était pas écrite, n'était pas dans la verbalisation, puis ont un accès au complexe. Et quand vous me dites là, que l'infographie est aidante pour voir des trucs complexes, ben c'est un peu ça que le conte fait, je pense aussi. Il fournit un accès rapide à quelque chose de complexe par un moyen qui est facile d'accès pour tout le monde. En tout cas, il y a un petit peu ça qui me vient. Et je ne sais pas, on pourrait peut-être une fois essayer de voir comment les outils qui sont proposés là peuvent justement faire écho sur d'autres terrains avec toutes les libertés qu'on pourrait pouvoir prendre. J'ai un autre point, je m'arrête là. C'est sur la question de l'entraide.
puis sur qui aide qui. De fait, puis je pense que c'était toi, René, qui a amené ça tout à l'heure aussi. Je crois. C'est fort, la question mais c'est aussi beaucoup en lien avec notre travail à nous, où on tient beaucoup au savoir des gens. Bien, c'est très présent dans les histoires recueillies. Qui aide qui? Ce n'est pas nécessairement l'aidant professionnel. C'est plein de gens, et même l'inverse est possible. L'aidant professionnel se trouve à prendre un rôle privé, un rôle ordinaire, et c'est par là qu'il va aider. Je pense dernièrement aux policiers qui se promènent en planche à roulettes à Longueuil. Ils passent par la vie ordinaire, pas par sa fonction de policier, pour entrer en contact avec les gens, mais ça marche mieux. Pour donner un exemple. De sorte que, est-ce que c'est nécessaire d'être cadré dans un rôle dit professionnel? Tu sais, quand on pense à la paraidance, en tout cas, c'est des questions qu'on a explorées, là. Moi, je l'ai vu beaucoup dans les contes, dans les histoires d'aide recueillies, cette dimension-là. Alors, et l'autre affaire, c'est que l'aide n'est pas dans un seul sens. Je vais donner un exemple que j'ai cherché, ça serait quoi mon histoire où j'ai aidé quelqu'un. C'est arrivé cette semaine que j'ai accepté, en fait, dans les 2 dernières semaines, d'apporter un soutien à quelqu'un qui a un projet. Et puis, il fait des choses qui sont dans mes cordes, puis je pourrais apporter un certain soutien. Alors, il y avait besoin d'une lettre d'engagement pour obtenir une subvention. Et j'ai accepté. Maintenant, hier, j'ai reçu son brouillon. Ça fait que c'est un peu comme moi, je l'aide à faire son projet, mais en fait, il m'a aidé à l'aider en m'envoyant un brouillon pré-rédigé que j'ai corrigé, puis j'y ai retourné. Et puis, dans le fond, en plus, il prévoit qu'il va y avoir des fonds pour ça. De sorte que moi, je vais être aidée à avoir du revenu. Mine de rien, c'est pas à sens unique. Puis, cette interdépendance-là est forte aussi. En tout cas, moi, ça a joué. Puis, dans mon travail sur, mettons plus l'action sociale militante, ça a fait ça très souvent. D'être aidé par des contenus symboliques amenés par des gens qui ont permis d'inventer des escaliers roulants qui montent d'un bord puis qui descendent de l'autre. Et plein de choses comme ça. Ça a enrichi le travail qui était moins uniquement technique et qui est porteur d'un souffle après. Merci beaucoup, Viviane. Est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient intervenir à propos? Je sais qu'Aurélie a posé la question de comment on peut avoir accès au matériel présenté. Ça, j'ai déjà parlé avec Viviane que nous pourrions l'envoyer à tout le monde par courriel qui ont été présents lors de la présentation. Alors, vous allez avoir tout ça en main à la fin de l'après-midi, quand je vais pouvoir vous l'envoyer. Parce que j'ai essayé de déposer le document dans le Zoom, puis ça n'a pas fonctionné malheureusement, mais vu que je connais tout le monde dans les personnes présentes, je vais pouvoir vous l'envoyer par courriel. Super intéressant. Est-ce qu'il y a des personnes qui avaient encore des commentaires ou des questions? En tout cas, moi, je peux mentionner que j'ai trouvé très intéressant ta présentation, Viviane, et les questions des gens aussi. J'ai vu beaucoup de liens. J'imagine que ceux qui sont un peu plus d'interaction ont remarqué aussi qu'il y avait beaucoup de familiarité avec l'analyse réseau, que j'ai trouvé vraiment très intéressante. Mais ce que j'aimais aussi, c'est qu'on rajoute l'idée de l'histoire, de raconter une histoire qui est vraiment fascinante. Puis, j'imagine qu'Aurélie est d'accord avec moi qu'en termes de transfert de connaissances pour notre intérêt, il y a beaucoup à apprendre de ça. Alors, je trouve ça vraiment génial. Alors, Viviane, je te remercie. Et puis, je crois qu'on a terminé pour aujourd'hui. Tout le monde dit merci dans la boîte de conversation. Alors, voilà.
Alors, prochain rendez-vous, ça va être à l'automne. On va se voir en septembre prochain. Alors, je vous souhaite à tous d'excellentes vacances, si vous en avez. Et puis, oui, Viviane. Une toute petite demande. Si jamais vous vous trouvez à utiliser ce matériel-là, et que vous trouvez des chemins ou des usages, je serais bien intéressée à savoir c'est quoi. Alors, vous avez mon courriel et ça me plairait bien. Excellente idée, c'est vraiment génial. Bon, ben, bon après-midi à tout le monde. Merci. Bon été. Merci.